Bon, merci beaucoup pour cette présence. Effectivement, je vous ai invité ici pour présenter, non pas pour présenter ma candidature comme gouverneur, mais pour vous parler principalement de deux choses. La première, je vais d'abord me présenter, qui est M. Bifoumane, brièvement. Et la deuxième chose, je vais vous dire en quelques mots les principaux axes pour le développement de la province du Congo central. Comme je l'ai dit, je vais parler de moi et de ce que je veux faire moi, ce que je vais proposer. Il y a tout baquet, me kuiza kuzonzila bantuankaka ve. Mugezonzila mambo ya munu mosi. Muke kudisongisa epi muke tubila mambo ya munu mosi. Muntu na muntu muke munu mosi veut comme candidat gouverneur betuke 14. Ba candidat nyonso ke bantu ya valeur. Konso muntu fana vanga na ntango na yandi samu kuzonzila yandi mosi. Donc kufinga ke vanda ve ou bien kutuba mambo ya nyimbi samu na bapanja nkaka ya keleve. Beno ke ba journaliste beno vanda na comportement ya mbote. Parce que le lundi 25 mars dernier, beno vandaka na Notre-Dame. Mutanga discours à munu, mais membre de kaka tubaka yake kiadi nansoni. C'est vraiment la honte. Pourquoi inventer des choses qui n'ont pas été dites par l'auteur? C'est ainsi qu'aujourd'hui, je vais insister sur moi-même et ce que je pense faire pour la province du Congo central. Je crois que nous sommes bien compris et qu'il n'y aura pas de gens qui vont extrapoler, aller raconter des bêtises qui n'avancent pas notre province ou notre pays. Si moi personnellement j'ai accepté d'être candidat gouverneur, ce n'est pas comme gagne-pain. C'est par vocation de vouloir servir la province du Congo central dans la mesure où nous connaissons beaucoup de choses sur cette province que beaucoup d'entre vous ignorent. Je peux vous poser la question par rapport à la prophétie de cette province. Très peu connaissent le rôle prophétique ou cosmique que le Congo central joue ou doit jouer dans ce pays. Et chaque province a cette vocation de se donner un rôle. Il peut dire, moi je voudrais être le grand producteur, par exemple, de cuivre du pays. C'est un rôle. Ou moi je veux être le grand producteur de cacao dans ce pays. C'est un grand rôle. Donc, chaque province a cette possibilité de se présenter ou de se donner un rôle par rapport au pays. Le cœur ne joue pas le même rôle que le poumon et le poumon ne joue pas le même rôle que le pancréas. Et Dieu nous a créés ainsi, chaque organe a son rôle. Et dans un pays aussi, nous pouvons évoluer dans cette logique-là, qu'il y ait des rôles spécifiques pour chaque province ou pour chaque entité, pourvu que dans cette diversité, nous puissions construire un Congo grand et plus beau qu'avant.
Je suis donc M. Dieudonné Bifumanu Tsompi, né le 5 février 1960 à Matadi, de parents père Bifumanu Ferdinand et mère Lunama Clémentine, tous deux du village Mpangumbu, où ils sont enterrés d'ailleurs, leurs tombes sont là. Secteur chefferie, ou groupement plutôt, groupement Mbu. Village Mpangumbu, groupement Mbu. Secteur Kimbanza. Territoire Luozi, et anciennement le district c'était Katarat, province du Congo central. Donc que personne ne vienne vous raconter aujourd'hui ou demain que non, d'ailleurs ses parents sont de Brazzavillois, ou ses parents sont, je ne sais pas, de l'Angola ou de non, 100% congolais. Mes études primaires, je les ai faites, pour ceux qui connaissent le territoire de Luozi, à l'école primaire Saint-Michel de Zimba, qu'on appelle actuellement Zimba Diavolumuna. L'école secondaire, et plutôt le cycle d'orientation, je l'ai fait à Mangembo, la mission paroisse de Mangembo. Et les humanités pédagogiques, je les ai faites à Tumba. Pour ceux qui connaissent la géographie, ils savent Tumba. Et quand moi j'étais en 5e secondaire, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi, était en 1e secondaire. Il est passé en 2e et moi je suis passé en 6e. Lui voulait faire la section littéraire, et comme il n'y a pas de section littéraire à Tumba, c'est ainsi qu'il est allé à Mbanzamboma. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas étudié dans une école fictive. Et j'ai fait mes études universitaires à l'université de Kinshasa, où j'ai fait le droit. Donc je suis licencié en droit de l'université de Kinshasa. Et pour le moment, c'est pour des raisons professionnelles simplement, sinon j'aurais déjà arraché ma thèse de doctorat. Parce que je suis doctorant, je suis en DEA à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit toujours, dans l'option droit économique. Comme je l'ai dit, n'eût été les réseaux professionnels qui m'empêchaient de terminer facilement mes recherches, sinon je serais déjà docteur en droit. Mais je peux terminer mon cycle, parce que j'ai déjà commencé. Sur le plan professionnel, nous étions parmi les premiers universitaires engagés à la DGDA, à l'époque OFIDA. Quand nous avions terminé, à l'OFIDA, ils avaient engagé des universitaires. Il y avait un concours. Nous étions 453 universitaires, juristes et économistes. Et à l'époque du PDG Tambwe Mwamba. Et il n'avait besoin que de 25 personnes. Et nous étions 453 qui avions participé à ces tests. Et j'étais parmi les 25 premiers. C'est ainsi que mon premier emploi de la vie, je l'ai fait à l'OFIDA. À l'époque, on appelait OFIDA, Office de douane et accises. Mais au même moment, dans la même semaine, nous avions fait 2 tests. Premier test à l'OFIDA, le deuxième à ce qu'on appelait la DGC, Direction Générale des Contributions. Et là, nous étions plus de 1000 candidats parce que c'était toutes sciences confondues, historiens, mathématiciens, tout le monde. Il fallait seulement être licencié en droit. Nous avions fait les tests, nous étions d'ailleurs au Palais du Peuple, comme nous étions plus de 1000.
Et en fin de compte, la DGC avait retenu 75 personnes, sur plus de 1000. Et j'étais également retenu parmi les 75. J'étais embarrassé. Fallait-il continuer à l'OFIDA ou bien aller à la DGC? C'était une décision difficile à prendre, mais avec l'aide de personnes expérimentées, j'avais quand même pris ma décision. Et ce qui m'avait poussé à prendre cette décision en faveur de la DGC, c'est parce qu'immédiatement après, on devait suivre une formation au CPTD. Le CPTD, c'est une institution franco-zaïroise à l'époque qui formait les hauts cadres. C'est ainsi que la promotion de l'actuel inspecteur général des finances à Linguete, ils ont suivi cette formation-là au CPTD. Et la même formation que nous avons suivie au CPTD était aussi suivie par les conseillers de la Cour des comptes de l'époque. Donc c'était une formation de haute qualité. C'est ainsi que qui avait coûté très cher à l'administration. C'est ainsi que nous étions affectés pour suivre cette formation-là. Donc quand j'avais appris que ceux qui étaient retenus au CPT, à la DGC allaient suivre cette formation, je n'avais plus hésité. J'ai démissionné de l'OFIDA pour aller à la DGC où je suis jusqu'à présent. On était engagé comme inspecteur stagiaire, on est passé inspecteur, passe à la DGI, les inspecteurs sont des hauts cadres. Et pour le moment, j'ai œuvré à la DGI comme inspecteur chef de pôle même à Mbujimaï, où j'ai fait 2 ans, quelques mois. Et j'ai passé aussi, après Mbujimaï, 4 ans à Matadi, comme inspecteur chef de pôle. Et après Matadi, je suis rentré à Kinshasa, où je suis pour le moment inspecteur chef de brigade, chargé de l'enquête et contre-vérification fiscale. Donc, du point de vue professionnel, nous sommes, et je suis engagé depuis 1989, plus de 30 ans d'expertise au sein de la DGI. Et ceux qui connaissent, si vous avez des amis à Matadi, à la DGI, ou DPI, Direction provinciale des impôts, ceux qui m'ont connu, posez-leur la question qui était Bifomano quand j'étais là-bas. Je ne m'intéressais pas seulement, je suis là pour les réseaux professionnels, mais j'aidais aussi, le coureur est revenu. Oui. Ou je peux me lever pour me faire si le coup. Ah oui, ok. Ok, ça va. Donc, quand j'étais à Matadi, je ne me suis pas seulement limité à faire ma profession, mais je m'occupais aussi de la société civile. Je m'occupais aussi de la société civile. C'est ainsi que ceux qui habitent Matadi, ils peuvent avoir entendu parler de l'orchestre Calibre 12. C'est un orchestre que j'ai sponsorisé. Et le premier concert qui a eu lieu à Matadi, en direct à la télé, c'est moi qui l'avais organisé à la télévision RTM. J'étais membre d'honneur de VETI. Ceux qui connaissent M. Zozo, ils pourront vous parler de ça. Et aussi membre d'honneur de Lima. Ceux qui connaissent Georges Sosolis sur place à Matadi. Sosolis est un bar qui est en face du stade. Il peut aussi le témoigner. Et j'avais créé ce qu'on a appelé le challenge Congo-Mwanda. Malheureusement, je n'avais qu'une seule édition quand j'étais là. Et quand j'ai quitté, ce challenge avait disparu. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait redynamiser cela. Mais c'était comme pour objectif, on avait comme objectif
de faire rencontrer toutes les sélections des territoires du Congo central. Toutes les sélections. Et cette première édition, nous avions réuni à Matadi la sélection de Mbanzangungu, de Boma et de Matadi. La deuxième édition, malheureusement, le gouvernorat avait récupéré ces challenges, ainsi que moi je m'étais désengagé. Donc nous nous sommes intéressés à beaucoup de choses sur le plan de la société civile, mais sur le plan professionnel, j'ai sillonné toute la province du Congo central, sauf le territoire de Kimvula. Parce que comme là on n'avait pas un service, tous dépendaient de Kisantu, donc je ne suis pas arrivé à Kimvula. Mais de Kassangoul jusqu'à Tchela, Mwanda, je connais très bien. Parce que nous avons été dans les territoires de Sekebanza. Nous sommes arrivés dans les territoires de Sekebanza, et nous avons été Inga, partout là-bas, c'est Sekebanza. Donc, nous connaissons la province. Et nous ne connaissons pas seulement la province sur le plan géographique, mais même sur le plan de la destinée. Et sur le plan de la destinée, nous nous référons justement à ce que les prophètes ont dit ou continuent à dire par rapport à la province du Congo central. Et c'est ainsi qu'à ce titre, j'organisais beaucoup de conférences à Matadi, notamment le Bas-Congo, à l'époque on l'appelait Bas-Congo, le Bas-Congo et le développement le Bas-Congo et le développement. Et puis une autre conférence que j'avais organisée, je le faisais souvent à la paroisse Fatima, Simon Kimbangu et le développement du Bas-Congo. Ce sont des conférences que je qualifie de prophétiques. Parce que aujourd'hui on nous parle de Simon Kimbangu, mais il faut comprendre pourquoi on nous parle de Simon Kimbangu. Donc, sur le plan professionnel, moi je suis encore inspecteur-chef de brigade d'enquête, d'audit et de contre-vérification fiscale. Mais toujours au sein de la DGI, je suis aussi membre et président de la commission permanente chargée de mettre en place les outils de maîtrise des risques et de réorganiser l'audit interne au sein de la DGI. Et cette fonction, on a pu l'avoir parce que nous sommes spécialistes en audit interne. Et sur le plan intellectuel, nous avons écrit certains ouvrages parce que nous sommes spécialistes en fiscalité, spécialistes en audit interne, et à partir de tout ça, nous essayons aussi de faire des propositions concrètes par rapport au pays. C'est ainsi que dans mon actif, j'ai déjà 3 ouvrages déjà publiés. Le premier ouvrage, c'était la remise en question par rapport aux réformes fiscales qui se faisaient à l'époque, en 2003. Nous avions fait une critique, une analyse critique, pour dire que ces réformes n'étaient pas évidentes. Et l'avenir nous a donné raison. Deuxième ouvrage, c'est la spiritualité de l'impôt. Et troisième ouvrage, la faiblesse du système fiscal congolais comme la cause la plus importante du sous-développement du pays. Et pour ça, heureusement, j'ai encore un exemplaire qui pourra circuler, les gens pourront voir, prendre des photos. Ça, c'est mon dernier ouvrage. Donc, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui s'intéresse à la réflexion, au développement du pays, vous pouvez rester dans mon institution, qui m'a utilisé depuis que j'ai terminé mes études, tout ce que j'ai ça par cette institution, je pouvais aussi rester, vivre calmement à cet endroit-là. Mais, comme il y a un défi
à relever sur le plan de la province, notre province étant la gâchette, je l'ai toujours dit. Frantz Fanon, qui n'était pas un Congolais, ni un Africain, a dit « L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Et quand on transpose cette image au Congo, on nous démontre, pas seulement nous, mais tous les intellectuels congolais ont déjà démontré que le Congo a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo central. Maintenant, c'est au Congo central de jouer ce rôle de gâchette. Si vous réellement vous êtes la gâchette, mais prouvez-le et faites ce qui est faisable. Comme ça, vous donnez les tons aux autres. Donc, c'est ainsi que moi, je me suis dit, l'heure est arrivée où nous pouvons aider la province à se développer. Le développement, ce n'est pas un mirage, c'est-à-dire une illusion, non. Notre pays est sous-développé, donc nous devons rechercher comment le développer. Les autres pays que nous envions sont passés aussi par le même chemin. Ces pays ont vécu des moments où ils avaient des grandes difficultés, mais il s'était levé certaines personnalités qui s'étaient investies pour développer leur pays. Et c'est arrivé dans plusieurs pays. Quand vous allez dans tel pays, on vous dit, tel a fait ceci. C'est grâce à lui. Même en Afrique, la Côte d'Ivoire vous dira, nous c'est Oufet-Boigny, ainsi de suite. Vous allez en Zambie, on parle de Kenneth Kaunda. Donc, chaque pays a des hommes, des personnalités qui conservent d'abord les acquis. Nos acquis, c'est quoi? Nos acquis, c'est d'abord l'indépendance. Notre pays est indépendant. On ne peut pas perdre du temps pour parler de notre indépendance parce que c'est un acquis. Et ceux qui ont travaillé pour cette indépendance ont existé. Ils sont pour la plupart décédés. Maintenant, tous ceux qui ont travaillé pour pérenniser notre pays, pour pérenniser l'indépendance de notre pays, chacun a joué son rôle. Et maintenant, nous sommes dans la phase où le pays doit renforcer son développement, ou doit évoluer dans le développement. Et ça, c'est très important. Et nous, connaissant la province du Congo central, nous nous sommes dit, mais essayons, comme nous avons des idées, nous avons fait des recherches sur le Congo central, nous avons travaillé au profit du Congo central, que nous connaissons maintenant très bien. Il n'y a plus de raison pour dire qu'on est incapable de relever les défis du Congo central. Parce qu'à part ça, dans la société civile, nous évoluons aussi sérieusement. Vous avez la SANEF. Je suis président général de la SANEF, l'association des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes, de tous ceux qui ont étudié à Ntetemboa, à Baboma, partout, Kinshasa ici. Je suis le président de la SANEF nationale. Or, la SANEF a formé des milliers de personnes, de grandes valeurs, les Mobutu, les Kasavubu, l'actuel chef de l'État, les Kengwa Dondo. Ils ont été formés par la SANEF. Et il y a les Mogolo Mpombo, et il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont encore en vie, formées par des frères, et qui sont membres de la SANEF. Mais si ces personnes-là, qui ne sont pas seulement du Congo central, parce que ceux qui ont étudié dans toutes ces écoles, mais ils sont de partout. Mais si tout ce monde-là estime que moi je dois les aider pour conduire la SANEF, c'est que c'est quelqu'un qu'il ne faut pas négliger. Si toutes ces personnalités de la SANEF disent c'est à vous que nous confions la conduite de la SANEF, c'est qu'on a quand même une certaine importance pour que nous soyons choisis de ce côté-là. Et ça, on ne doit pas minimiser. Et puis, la notabilité Congo. Pour le moment,
je suis le coordonnateur de la notabilité Congo. Pas plus tard que le 25 mars passé, on a organisé une grande messe de Kassavubu. Mais qui a organisé? Et à qui on a fait confiance pour organiser? C'est moi. L'année passée, même chose, 2022. On a commencé en 2021. Avant, c'était la famille qui organisait, mais depuis 2021, c'est la notabilité qui organise. 2021, 2022, 2023 et 2024. Mais si, malgré la présence de tous ces notables, mais ils estiment que moi je puisse conduire cette notabilité. Et vous connaissez qui compose cette notabilité comme même l'actuelle, notre sœur première ministre, qu'on vient de nommer, mais elle est notable. Elle participait aussi, en tant que notable, à tout ce que nous faisions. Les 25, elle était à la cathédrale Notre-Dame. De toutes ces personnes-là qui me font confiance, est-ce que vraiment vous croyez que ce sont des personnes inutiles? Donc, c'est vous dire à qui vous avez affaire pour la conduite des choses du monde. Quand vous poserez les questions, vous aurez l'occasion peut-être d'avoir certaines précisions dont vous aurez besoin. Mais en ce qui concerne, pour ne pas être trop long, en ce qui concerne maintenant ce que nous pouvons faire dans le Congo central, ici je vais donner juste les axes, pas beaucoup de détails. Je sais que les détails, nous les donnerons auprès des électeurs qui sont les députés provinciaux. Le lundi 25, j'avais déjà donné quelques éléments. J'avais seulement cité ces éléments-là. Mais ici, j'ai présenté un petit tableau où je donne les constats et puis à côté quelques orientations. Je dis bien orientation. Je ne dis pas que c'est ça qui doit se faire seulement. Non, il n'y a pas beaucoup de détails là-bas. Premièrement, l'insuffisance des financements en interne pour le développement de la province qui empêche l'émergence d'une puissance financière et d'une classe moyenne. Vous devez comprendre que depuis que l'humanité existe, il y a des moments où l'homme a vécu sans argent. C'est-à-dire, quelqu'un naît, il grandit, il se marie, tout ça, il n'a jamais touché l'argent. Parce que dans la société, l'argent n'avait pas de valeur, ou n'existait même pas. Cette période a existé. Mais maintenant, avec l'évolution de l'humanité, nous sommes au XXIe siècle après Jésus-Christ. Or, l'humanité existe depuis des milliers et des milliers d'années. Et la planète Terre, plus de 4 milliards d'années. Donc, comme nous sommes au XXIe siècle après Jésus-Christ, le contexte actuel nous oblige à avoir l'argent pour faire n'importe quoi. Même pour boire de l'eau, au jour d'aujourd'hui, vous devez payer. C'est l'argent qui doit jouer le rôle. Ou vous achetez cette eau, ou vous allez payer la facture à la régie des eaux. De n'importe quelle manière, mais l'argent joue son rôle. Donc, l'argent pour le moment, pour bien comprendre l'importance de l'argent, il faut comprendre que c'est une énergie. L'argent est une énergie qui vous permet de vous mouvoir, d'agir. C'est comme ça qu'il faut concevoir l'argent. Quand vous n'avez pas cet argent, vous n'allez pas vous développer dans le contexte actuel. D'où, avant de penser à quoi que ce soit, que nous allons construire des ponts, nous allons faire ceci ou cela, si vous n'avez pas l'argent, vous ne ferez absolument rien. Et nous, en tant que spécialistes de la fiscalité, connaissant tout ça, nous disons, nous devons apporter, nous devons chercher l'argent. C'est ainsi qu'il faut développer une puissance financière
Et la puissance financière, ce n'est pas simplement le gouverneur qui doit le faire. Mais le gouverneur doit offrir un contexte, un environnement pour que les gens aient l'argent. Quand les gens ont l'argent, au moins, ils pourront payer leurs impôts auprès de l'État, payer les taxes, et l'État, à travers ces taxes, à travers ces impôts, pourra se mettre à construire des ponts, à faire ceci ou cela. C'est ça la philosophie. Et je parle en connaisseur. Peut-être, je n'ai pas voulu le dire, mais sachez que nous sommes parmi les plus grands fiscalistes de ce pays. Je ne suis pas le seul, mais nous sommes parmi les plus grands fiscalistes du pays. Je ne me vante pas, mais je dis la vérité. Donc, quand je parle de l'argent, je sais ce que ça signifie. Et puis, cet argent, il faut faciliter les choses. On n'a pas de banque dans le Congo central une banque qui peut aider les hommes d'affaires à avoir des crédits. Il n'y en a pas. Il faut créer. Les banques, c'est créé. Et puis, mais il faut encourager les PME. Aux États-Unis, les États-Unis sont considérés un pays développé, mais il n'y a pas seulement que les grandes entreprises qui développent aux États-Unis, ce sont les petites et moyennes entreprises qui publient. Et partout à travers le monde, c'est ça. Donc, il faut encourager la création des PME. Le deuxième axe, le mauvais état des routes des dessertes agricoles dans la province. C'est une leçon de tout le monde. Mais qu'est-ce qui est fait? On attend que le gouvernement central puisse faire ceci ou cela. Et nous disons non, nous avons déjà réfléchi sur ça. Et en disant, il faut une brigade d'office, l'office des routes, dans chaque territoire. Or, une brigade doit avoir un minimum d'engins. Et quand vous avez ce minimum d'engins, 3 ou 4 engins suffisent. Au moins chaque jour, dans les territoires, vous pouvez construire, disons, aménager ne fût-ce qu'à 1 km ou 2 km. Et au bout d'une année, vous aurez beaucoup de routes en bon état. Et moi, la première fois que j'avais vu Monseigneur Simon Zita, nous étions à l'internat à l'école primaire, mais il est venu de Matadi jusqu'à Zimba, là-bas, dans le Manianga, à bord d'une VW coccinelle. VW coccinelle. Donc, vous représentez dans quel état ces routes-là étaient. Quitter de Matadi jusqu'à dans le territoire de l'Ouest à bord d'une VW coccinelle, ça prouve que la route était bonne. Mais pourquoi ne pas revenir à ces états-là? Et ce n'était pas avant l'indépendance, c'était bien après l'indépendance. Donc c'est possible pour que nous ayons de bonnes routes à travers toute la province. Et la stratégie, est celle-là. Les autres aspects, comment on peut acquérir ces engins, ça, je réserve ça aux députés provinciaux. Nous avons, troisième élément, l'insuffisance d'électrification de la province. C'est vrai, nous avons Inga là-bas, nous avons Zongo, mais très peu d'endroits sont électrifiés. Et de ce côté-là, j'ai l'expérience parce que les projets pour électrifier l'Oise, c'est nous qui les suivons. Là, au moins, je connais ce dossier. Et il n'y a pas seulement qu'à électrifier l'Oise, c'est les dossiers que je suis, c'est électrifier aussi l'Ouf, Songololo, et renforcer la capacité de Kimpese. Parce que Kimpese n'est nourri que par le courant de Lugala. Donc il faut une autre voie qui partirait de Kiasungwa pour Kimpese. Et c'est un dossier que nous, personnellement, nous suivons. Et des contacts que nous avons au niveau de la SNEL, nous sommes à la recherche des bailleurs de fonds. Peut-être d'ici quelques années, on pourra trouver la solution. Et là, c'est en tant que simple individu, président de la communauté de la Sodema, que je l'ai fait. Mais si je devenais gouverneur, ça sera encore plus facile parce que nous avons les pistes. Nous avons les pistes et en qualité de gouverneur, ça sera encore plus facile pour arracher ça. Quatrième point, la mauvaise organisation des services de la province. Tous les services de l'État, pas seulement de la province du Congo central, mais de l'État, sont mal organisés.
Et là, je vous parle en tant qu'auditeur interne. C'est ma spécialité aussi. En tant qu'auditeur interne, je suis administrateur à l'Institut des auditeurs internes de Kinshasa, IA Congo, et aussi membre de l'Institut de l'audit et du contrôle interne de Paris, en France. C'est là où j'ai fait ma spécialisation d'auditeur interne. Et ici, quand je dis que nos services ne sont pas bien organisés, je le dis souvent à la télé, je passe souvent à la télé sur le B1 où je développe ça. Donc quand je dis ça, je n'ai pas peur d'être contredit. Au contraire, tous mes collègues auditeurs internes de ce pays me donnent raison et reconnaissent ça. Donc nos services sont mal organisés. Et la solution, évidemment, elle est très technique, mais je la donne quand même. Là, c'est, il faut, là où les services sont faibles, il faut tout simplement chercher à renforcer le contrôle interne à travers la maîtrise des risques. Là, c'est très technique, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Mais le contrôle interne, vous pouvez comprendre ce concept-là. Si nous sommes faibles de ce côté-là, et la maîtrise des risques, c'est tout un concept, c'est toute une étude qu'on peut vous présenter, ce n'est pas l'objet de ce jour. Mais nous le disons partout où nous sommes, en tant que membres administrateurs à l'Institut de l'audit interne, nous connaissons ce que nous sommes en train de dire. Il y a le problème de l'insécurité dans la province. Ici, quand vous avez l'argent, il y a deux choses qu'on peut faire. Renforcer la mobilité des forces de sécurité et aussi augmenter le nombre. J'avais assisté à un certain moment, avant d'arriver en Sande, en gauche, il y a un centre où l'on formait des policiers. Je ne sais pas, Bafouma, Voulamata, voilà. Il y avait une promotion, à l'époque où Bafou était gouverneur, moi je représentais la direction, j'étais là. Il y avait une formation, une remise des prix à certains policiers. Donc, c'est un centre qui existe. Mais si l'État vous autorisait à former des policiers là-bas, mais vous aurez un nombre important de policiers que vous allez dispatcher à travers la province et diminuer l'insécurité. La méconnaissance de l'histoire, surtout celle de Simon Tshibanda. Là, moi je suis intellectuel. Nous avons étudié dans des pays, les formations, les séminaires internationaux, il y en a plein. Mais quand nous allons là-bas, il y a des gens qui nous posent certaines questions, d'où on a compris que Simon Tshibanda, c'est un grand. Quand vous faites une certaine étude comparative à travers le monde, vous prenez tous ces grands du monde, Jésus, Mahomet, Confucius, Bouddha, Simon Tshibanda et consorts. Quand vous faites une étude comparative, c'est là où vous comprenez la force de Simon Tshibanda. Bouddha est un grand, mais il n'a pas fait des miracles comme Simon Tshibanda. Maintenant, c'est lui qui a fait des miracles. Vous allez les considérer comment? Donc, c'est à nous d'étudier et de faire ce que nous pouvons faire pour que son nom règne à jamais. Mais cette histoire ne comprend pas seulement Simon Tshibanda. Vous devez comprendre pourquoi Kimbavit est décédé. Quel était son combat? Il faut connaître tout ça. À Palabala, là-bas, il y avait une maman qu'on appelait Mafuta. Il faut connaître tout ça. Comme ça, vous comprendrez dans quel pays vous vivez. Notre pays n'est pas un moindre pays. Mais pour davantage comprendre ça, vous partez de l'histoire et quand vous remontez, vous saurez comment vous comporter par rapport à ce pays. Et nous, c'est une gymnastique que nous faisons. Dans plusieurs de nos émissions, nous en parlons. Nous avons déjà tenu une conférence avec le professeur Mukoko Samba et Luzolo Bambi sur les valeurs au Congo. La conférence que j'avais organisée était en Gilles. Et ils avaient parlé. Donc ce sont des valeurs que nous ne devons jamais oublier.
Et Kassavougou, si on parle encore de Kassavougou jusqu'à présent, mais c'est grâce à ces valeurs-là, on ne doit pas les oublier. Et il faut sensibiliser justement la population pour ne pas oublier ces valeurs-là. Et sensibiliser tous azimuts d'une façon globale. La menace de disparition de la langue du Congo, c'est tout le monde qui se plaint que la langue du Congo va disparaître. Vous allez à Kulungongo, c'est plus Lingala que du Congo. Vous allez à Lozi, même partout. Mais est-ce que cette langue n'a pas d'importance pour que nous puissions l'oublier? D'où il faut prendre des mesures pour pérenniser cette langue-là. Et dans cet ordre d'idées, la notabilité Congo, en collaboration ou en partenariat avec l'association de la mutuelle des enseignants de Kinshasa, Mweneko, d'ailleurs le président de Mweneko est là. Nous avons organisé une conférence pour proposer une solution définitive, que nous avons qualifiée de définitive, une solution définitive. Maintenant, il faut la mettre en pratique. Parce que là, nous nous sommes dit, nous devons désormais nous battre pour que toutes les langues locales, pas seulement les du Congo, quand vous allez à Bandundu, il y a des petites langues, des dialectes au fin fond de Bandundu. Vous allez dans les Kassai, il y a les Kisong, qui est différent des Chiluba. Donc toutes ces langues locales doivent être valorisées. C'est ce que nous avions proposé, qu'il y ait une loi au niveau du Parlement pour que même à l'examen d'État, qu'il y ait un jury sur la langue locale. Quand vous avez étudié à Kasumbalesa, vous êtes Mukongo, vous devez connaître la langue locale de Kasumbalesa. Comme ça, pour prouver ça, à la fin des études, disons, scolaires, on vous interroge en langue de Kasumbalesa. Vous êtes à l'Équateur, mêmement. Vous êtes dans le Congo central, mêmement. Comme ça, les enfants seront obligés de connaître les langues à partir du bas âge. Et quand un enfant connaît la langue, il est en 6e secondaire, il connaît la langue. Mais il ne pourra plus l'oublier jusqu'à sa mort. Donc ça, au moins, c'est une action que la notabilité avait déjà entreprise en partenariat avec la Moneco. Et pour le moment, maintenant, il est question de la mettre seulement en pratique. Mais en tant que gouverneur, peut-être on n'aura pas la possibilité d'agir au niveau de l'examen d'État, mais dans les écoles qui concernent notre province, on peut programmer ça. Et là, c'est permis pour les provinces. Et l'implication insuffisante du peuple Congo dans la gestion des services et entreprises publiques installés dans la province, c'est une plainte généralisée aussi. Mais là, il faut un lobbying sérieux pour obtenir cette implication. Ce n'est pas en criant dans la rue que vous allez obtenir les résultats. Mais quand vous avez la possibilité, c'est alors que vous allez faire le lobbying auprès des intéressés, et là au moins, vous aurez un résultat que dans telle entreprise, au moins, il y a 40% originaires et 60% ici, ou 60%. Donc, au moins, partout, vous serez représenté et la plainte va disparaître. La faible implication du peuple Congo dans la vie politique du pays. Je coordonne la notabilité Congo. Et le 24 juin 2020, mercredi 24 juin 2020, nous avions rencontré le chef de l'État. Et quand nous avions posé notre problème, on n'a jamais eu un Premier ministre depuis l'indépendance. Nous nous sommes plaints de cet oubli. Mais la réponse du chef de l'État était claire. Il dit, mais oui, je constate qu'effectivement, le Congo central n'a jamais eu un Premier ministre, les Bas-Congos sont moins représentés dans les institutions de l'État. Nous avions posé les problèmes clairement. Et c'est l'honorable Mbachi qui avait pris la parole. Mais la réponse du chef de l'État, comme je l'ai dit, était claire. Il dit, à qui la faute? Il a reconnu que pour lui aussi, il parle de faute, parce qu'il ne vérifie pas. Quand on lui apporte des listes, quand les FCC à l'époque apportaient des listes, il ne vérifiait pas il y a combien de Bakongo ou tout ça. Il ne vérifiait pas. Il dit, là, c'est ma faute.
Mais vous aussi, vous avez une grande part de faute. Parce qu'on ne vous sent pas. On ne vous sent pas sur le terrain. C'est comme si vous ne faites rien. Alors que vous appartenez à beaucoup de partis politiques. Mais vous êtes des partis politiques, vous êtes là comme, je ne sais pas comment vous qualifier, mais vous n'êtes pas, on ne vous sent pas. Et c'était une grande interpellation. De sorte que quand nous sommes sortis, moi j'ai eu à dire à ce gars, mais alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous faire sentir. C'est ainsi que la notabilité a commencé à se former et on a fait pression jusqu'à ce que nous sommes devenus, Et quand la promesse était faite par le chef de l'État que non, vous aurez un Premier ministre dans mon mandat, mais il y a moins d'une semaine, il y a quelques jours, au moins il a tenu sa promesse. C'est pour dire que si nous n'avions pas fait le nécessaire, si la communauté était restée inactive, peut-être n'aurait pas eu un Premier ministre. Mais nous avons été très actifs et lors de la campagne, sur 30 jours de campagne du chef de l'État, il a passé 4 jours dans le Congo central. Et moi, j'étais là. De Mwanda jusqu'à Kassangour. Donc, c'est pour dire que maintenant que nous sommes devenus actifs, voilà ce que nous commençons à voir. Et peut-être demain, nous aurons plus que ça. Donc, nous devons nous impliquer. Il faut une forte sensibilisation pour que nous puissions nous impliquer. Pas en désordre. On n'a pas besoin de désordre pour s'impliquer sur le plan politique. Dans le respect de la loi des hommes, nous pouvons devenir grands. Nous avons l'absence de la mobilisation de la population pour le développement. Le développement, les gens croient que c'est un fruit, une mangue, il suffit de le cueillir et vous avez le développement. Non, c'est un processus. Donc, un processus évolutif. D'où il faut que les gens soient suffisamment informés de ce qu'ils doivent faire. S'il faut travailler pour avoir le développement. S'il faut s'organiser, organisez-vous pour avoir le développement. Donc ce n'est pas en l'air comme ça d'une façon désordonnée que le développement va venir. Non. Le développement n'aime pas le désordre. D'ailleurs, notre corps n'aime pas la saleté. Alors comment voulez-vous vous développer, devenir propre physiquement, entre-temps vous vous entourez de la saleté? Donc là aussi c'est la même chose. Pour le développement, il faut mobiliser, expliquer aux citoyens comment on doit se comporter pour atteindre le développement. Donc c'est toute une stratégie philosophique et psychologique. Ce n'est pas seulement parler de développement, tout ça. Non, il faut un travail de fourmi, de fond qu'il faut faire. Et nous, là aussi, je dis, les détails, quel type de travail il faut faire, comment le faire, là, je réserve ça pour les députés provinciaux. Et puis, la faible production agricole. Mais quand vous êtes en France, vous quittez Paris pour aller à Lyon, donc en cours de route, vous ne voyez que des plantations. Quand vous voyez une forêt, c'est une forêt voulue par eux-mêmes. Donc les plantations sont partout. Et conséquence, beaucoup de nourriture. Mais chez nous, nous avons, vous quittez Matadi jusqu'à Kinshasa-Matadi, je ne sais pas combien de plantations vous verrez en cours de route. Si vous les voyez, ce sont des petites plantations de moins d'un hectare, alors que les restes, la verdure, là, sont des herbes sauvages. Et dans le domaine agricole, il y a deux choses. Il y a le slogan du chef de l'État, ou la pensée du chef de l'État, qui a dit la revanche du sol sur le sous-sol. Et notre stratégie, le chef de l'État a dit la revanche du sol sur le sous-sol. Mais nous, en tant que gouverneurs, nous allons maintenant concrétiser ces slogans. Pour qu'il ne reste pas simplement un slogan, que ça devienne quelque chose de très sérieux. Et les stratégies pour concrétiser cela, les stratégies existent. Parce que nous savons, parce que nous avons mené des études aussi, dans ce que j'avais appelé le mariage agricole. C'est une réflexion que nous avions faite, parce qu'on est aussi spécialiste en politique agricole.
en politique agricole et nous avions conçu ce que nous avions appelé le mariage agricole. Et ce mariage agricole sera appliqué parce que nous sommes l'initiateur de ça. Nous savons quels sont les ingrédients et nous savons comment appliquer et qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer ce mariage agricole. Parce que le mariage agricole, c'est un concept conçu par nous qui met en liaison 3 domaines. 1, les propriétaires fonciers. 2, la main-d'œuvre. Et 3, les bailleurs de fonds. Quand les 3 acteurs sont réunis, le mariage est conclu. Or, nous savons comment réaliser ce mariage. Nous avions même défendu cette idée au ministère de l'Agriculture en son temps, mais avec le changement d'autorité, les autres n'ont pas tenu compte de ça. Or, les uns avaient constaté que c'était une bonne stratégie pour développer l'agriculture de notre pays. Et comme quand nous serons gouverneurs, ce sera pour nous une facilité. Et le Congo central, en moins de 2 ans, je dis bien, en moins de 2 ans, changera de visage dans le domaine agricole. Ça, je le dis avec force, parce que je sais. Même quand j'étais à Abidjan, au CNRA, l'équivalent de l'INERA chez nous ici. Mais les amis se moquaient de nous en disant, mais nous sommes venus apprendre l'agriculture chez vous, à l'INERA. Mais comment vous venez encore chez nous ici? Donc c'est pour dire que nous connaissons ce que nous connaissons, c'est question de mettre ça en valeur ou en exécution. Et ce n'est pas compliqué, j'insiste, ce n'est pas compliqué. Je répète, ce n'est pas compliqué. Et les stratégies existent. En tant que gouverneur, je les appliquerai encore plus facilement. Nous avons l'absence de stratégie pour favoriser le commerce transfrontalier et l'industrialisation de la province afin de créer des pôles de développement. Si la cité de local existe, mais c'est parce qu'il y a une cimenterie, c'est tout. S'il n'y avait pas de cimenterie, la cité locale n'existerait pas. S'il n'y avait pas de compagnie sucrière, la cité de Kouloumbongo n'existerait pas. C'est ce qu'on appelle pôle de développement. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui peut avoir des effets d'entraînement, c'est fini, tout part aussi de là. Mais il faut créer ces pôles de développement. Et, comme je l'ai dit avant, les PME existent. Le commerce transfrontalier. Mais nos frères angolais font le commerce, mais ils le font avec qui? Est-ce que nous ne pouvons pas nouer des relations d'affaires avec eux? Mais c'est faisable. Mais il faut encourager ça et orienter les jeunes gens. Si vous voulez aller là-bas, faites ça et ça. On peut faire ça facilement. Parce que ça va aider les uns et les autres à se sentir en possession des moyens. Et avec ces moyens, ils pourront, aujourd'hui, il avait peut-être 1000, demain, ils chercheront à avoir 15 000, et ainsi de suite. Et nous pouvons développer aussi dans cette logique des millionnaires. Dangote est devenu millionnaire. Mais avant, il y a 20 ans, est-ce qu'il avait cette puissance financière en Afrique? Moutaledia a été proclamé meilleur homme d'affaires d'Afrique en 2023. Mais il y a 30 ans, qui était-il? Est-ce qu'il était les plus grands sur le plan des finances? Donc, il y a cette évolution, mais il a commencé quelque part pour devenir ce qu'il est. Et une fois même en plaquage, je dis, mais vous ne vous limitez pas là-bas. Allez de l'avant. Même si vous devez être les plus riches d'Afrique, pour vous, c'est bien. Et s'il y a d'autres qui pourront les rejoindre dans ces lobbies-là, mais c'est bien. Donc, on ne peut pas freiner les gens pour qu'il y ait un groupe seulement qui se retrouve et les autres ne se retrouvent pas. Non, tout le monde qui a la possibilité d'évoluer doit évoluer. Si c'est à travers le commerce transfrontalier qu'on peut le faire, on doit le faire. Et puis, nous avons sur le plan des relations entre nous une certaine insuffisance de la tolérance et de l'harmonie de vue.
qui favoriserait l'unité comme dans la diversité. Dieu n'est pas fou ou n'est pas bête. Tel que nous sommes ici, qui peut dire que moi, je suis identique à tel? Et nous sommes tous différents. Mais cela ne nous a pas empêchés d'être dans une même salle en train d'écouter un exposant. Donc, la diversité est voulue par Dieu. Ça, c'est la force de Dieu même. Si nous avions créé tous de la même façon, peut-être que la vie serait mauvaise sur terre. Mais sachant que nous devons être différents pour que nous puissions mettre aussi nos énergies ensemble, c'est ainsi que la vie nous paraît bonne. Même s'il y a des difficultés, mais la vie est là. Donc, dans le Congo central, c'est la même chose. Nous avons des diversités, mais il faut promouvoir la cohésion provinciale. Si nous sommes parvenus à faire ça au niveau de la notabilité, aujourd'hui la notabilité est fière de se proclamer notabilité Congo. Mais on a joué un rôle important aussi. Pas seul, mais au moins, nous avons joué des rôles et la coordination que je dirige est là. Et les notables se retrouvent quand il y a quelque chose, tous les notables viennent. Et à partir de là, nous commençons à réfléchir autrement. Maintenant que nous avons un Premier ministre, mais ça va davantage nous aider à bien évoluer. Donc cette cohésion nationale est très importante. Travailler pour le rassemblement de tout le monde. Peut-être que les uns les autres ignorent que la force de l'un peut constituer la faiblesse de l'un peut constituer la force de l'autre, et vice-versa. Et quand vous allez mutualiser les différentes forces, vous deviendrez plus fort. Et puis, nous avons une faiblesse dans le domaine du sport. Prenons le cas par exemple de Lubumbashi. Quand on parle de Mazembe, tout puissant Mazembe, même les équipes de Kinshasa tremblent. Parce que c'est une puissance sportive. Mais nous, à Matadi, dans le Congo central, avons-nous une force, ne fût-ce que moyenne, qu'une équipe de Matadi se déplace à Kinshasa et fait trembler l'équipe de Kinshasa? Non. Mais nous devons arriver à cela. Nous devons avoir des stars, nous devons avoir des grandes équipes du Congo central qui font trembler aussi les équipes de Kassai, qui font trembler les équipes de Kinshasa de Lubumbashi. Mais là, il faut une stratégie. Et, comme je l'ai dit, ici, je ne suis pas néophyte parce que j'ai déjà fait ça. Nous avons déjà fait ça. Et maintenant, au moins, nous pouvons nous dire que nous pouvons continuer. Et puis, l'objectif que j'avais, par exemple, en son temps, c'est d'envoyer à l'Europe au moins 2 ou 3 personnes, jeunes gens, talentueux. Imaginez-vous si nous avions déjà engagé même 10 personnes, sur les 10 personnes, ne fût-ce que 2 brillaient là-bas. Prenons le cas de Chancel Mbemba. Si c'est nous qui l'avons envoyé, et tel que est en train de briller, ce serait une fierté pour nous. Sadio Mané a commencé où? Dans un petit village. Mais où est-ce qu'il est maintenant? Il est grand. Nous aussi, nous pouvons voir des jeunes talentueux qui traînent à Mwanda, je ne sais pas, à Kimvula. Mais si on les nettoie très bien sur le plan sportif, il devient une grande force pour entraîner aussi les autres. Il en est de même, pas seulement pour le football, mais pour les autres domaines. Mutombo Dikembe. On s'est moqué de lui ici à Kaouka, à Matongé. De par sa taille, les gens se moquaient de lui, mais maintenant, c'est une grande puissance, Mutombo Dikembe. Voilà des gens qui doivent nous inspirer et inspirer les autres amis. Peut-être qu'il y a des jeunes gens qui pèsent, qui mesurent 2 mètres, mais on se moque d'eux peut-être, je ne sais pas, Mwanda ou bien. Mais il suffit de les nettoyer. On l'envoie aux États-Unis. Il peut devenir une grande star. Voilà comment promouvoir le sport dans un pays. Et même la musique aussi, c'est la même chose. Maintenant, dans le domaine de la culture, nous avions envoyé Massoumo de Brendé en Belgique pour aller faire la promotion du film sur Simon Kimbangu.